Mes parents ont investi leur retraite, 500 €, dans la start-up de ma sœur, le Génie. 3 ans plus tard, le FBI l'arrête au dîner. Elle hurle, c'était l'idée de papa. Et maman s'évanouit. Je m'appelle Brigitte Fournier, j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, mes parents ont pris l'intégralité de leur fonds de retraite de 500 000 € et l'ont donné à ma sœur pour sa start-up. Ils m'ont fait asseoir à la table du dîner, non pas pour me demander mon avis en tant qu'experte comptable senior dans une entreprise du CAC 40, mais pour que je prenne des notes et que j'apprenne d'elle. Quand j'ai souligné les signaux d'alarme dans ses projections financières, ma mère m'a interrompu. Ne sois pas jalouse, Brigitte. Tu ne comprends tout simplement rien aux affaires. 3 ans plus tard, lors du dîner du réveillon de Noël, devant 30 invités, des agents de la brigade financière ont franchi notre porte d'entrée, menottes à la main. Et les premiers mots que ma sœur a hurlés alors qu'ils l'arrêtaient furent « c'était l'idée de papa ». Cette histoire commence par une simple vérité que j'ai apprise trop jeune. Dans ma famille, certaines filles sont nées pour briller et d'autres sont nées pour applaudir. En grandissant dans la maison des Fournier, il y avait 2 types de filles. Il y avait Amélie, belle, magnétique, la fille qui entrait dans une pièce et la faisait tourner autour d'elle. Et puis il y avait moi. J'étais la discrète, celle qui lisait des livres dans les coins pendant qu'Amélie donnait des concerts improvisés pour la famille, celle qui obtenait des mentions très bien pendant que tout le monde demandait à Amélie des nouvelles de sa dernière audition. Je ne lui en voulais pas pour ça. Pas à l'époque. Je supposais simplement que c'était ainsi que les familles fonctionnaient. Certains étaient des étoiles et d'autres étaient des spectateurs. La première fois que j'ai vraiment compris ma place, c'était à la remise des diplômes de mon baccalauréat. J'étais major de ma promotion. J'avais travaillé 4 ans pour cet honneur, veillant jusqu'après minuit, refusant les fêtes, me poussant jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Quand ils ont appelé mon nom pour faire le discours, j'ai regardé la foule. Les sièges de mes parents étaient vides. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard, se glissant dans la dernière rangée juste au moment où je terminais. L'excuse de maman, Amélie avait un rappel pour une publicité. On ne pouvait pas la laisser seule là-bas. Amélie avait 21 ans. Elle avait son permis de conduire. Tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie, m'a dit maman après, en ajustant ma toque de diplômée comme si cela compensait le fait d'avoir tout manqué. Tu es si indépendante. Tu n'as pas besoin de nous pour t'encourager. Amélie est différente. Elle est sensible. J'ai hoché la tête. J'ai souri. Je me suis dit qu'être indépendante était un compliment. Il m'a fallu 15 ans pour réaliser que indépendante était juste le mot que mes parents utilisaient pour la fille qu'ils ne priorisaient pas. Amélie n'était pas plus sensible. Elle était simplement plus visible. Et dans ma famille, être visible était tout. Mais à l'époque, je n'avais pas les mots pour ça. J'avais juste un sentiment de vide dans la poitrine et une médaille de major de promotion que personne dans ma famille n'a jamais demandé à voir. Avance rapide de 12 ans, j'avais construit quelque chose dont j'étais sincèrement fier. Experte comptable senior chez Dubois et Associés, l'un des cabinets financiers les plus respectés de Lyon. Un salaire à 6 chiffres. J'avais travaillé sur des dossiers avec l'AMF, aidé à démanteler des schémas de fraude qui avaient fait la une des Échos. Mes collègues me respectaient. Mes patrons me confiaient leurs audits les plus complexes. Rien de tout cela n'avait d'importance au dîner du dimanche. Alors, Brigitte, dit mon père en coupant son entrecôte. Toujours à faire ton truc avec les chiffres? Je suis experte comptable judiciaire, papa. J'analyse les états financiers, je détecte la fraude, je travaille avec des enquêteurs fédéraux. Oui, oui. Il agita sa fourchette avec dédain. Beaucoup de saisie. Amélie rit de l'autre côté de la table. À 35 ans, elle était de nouveau entre 2 emplois. Consultante, disait-elle, ce qui signifiait au chômage avec un meilleur vocabulaire. Mais à la façon dont mes parents la regardaient, on aurait dit qu'elle attendait son prix Nobel. Amélie explore des opportunités incroyables, annonça maman en remplissant le verre de vin de ma sœur. Elle a une telle vision. Tout le monde ne peut pas voir la situation dans son ensemble comme elle. Brigitte est bonne pour les détails, ajouta papa. Les détails, c'est précieux aussi. Il faut bien que quelqu'un fasse le travail en coulisses. J'ai posé ma fourchette. J'ai témoigné dans une affaire de fraude fédérale le mois dernier. L'accusé risque 15 ans. Silence, puis, maman, c'est bien,
ma chérie, mais tu travailles toujours pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Amélie va construire quelque chose à elle un jour. Elle a l'esprit d'entreprise. J'ai regardé ma sœur, qui m'a souri avec quelque chose qui n'était ni tout à fait de la sympathie, ni tout à fait du triomphe. Elle avait toujours maîtrisé cette expression particulière. La compétence qu'il rejetait, ma capacité à voir ce qui ne collait pas, finirait par tout révéler. Mais il n'était pas encore prêt pour cette conversation. L'appel est arrivé un mardi soir, 6 mois après ce dîner. Réunion de famille demain soir, dit maman. Amélie a quelque chose d'important à partager. Sois là à 19h. Habille-toi bien. J'ai failli demander pourquoi il était important de bien s'habiller pour un dîner de famille, mais j'avais appris que les questions ne faisaient que prolonger ces conversations. Le lendemain soir, je suis entré chez mes parents pour trouver la salle à manger transformée. Amélie avait installé un projecteur et un ordinateur portable. Un écran affichait le logo de son entreprise, Solutions Technovia, en lettres argentées élégantes. Assieds-toi. Assieds-toi, maman me fit signe de m'asseoir sur une chaise. C'est tellement excitant. Papa était déjà assis, vibrant pratiquement d'anticipation. Je ne l'avais jamais vu aussi investi dans quoi que ce soit que j'ai jamais fait. Amélie se lança dans sa présentation. Gestion de données par IA pour les petites entreprises. Technologie révolutionnaire qui allait disrupter le secteur. Elle a utilisé tous les mots à la mode du manuel de la start-up. J'ai écouté. J'ai regardé les diapositives et mon estomac a commencé à se nouer. Notre chiffre d'affaires prévisionnel pour la première année est de 2 millions d'euros, annonça fièrement Amélie. 2 millions sans clientèle existante, sans produits éprouvés, sans quai fondateur technique. Et je suis ravi d'annoncer, continua-t-elle, la voix tremblante d'une émotion répétée, que maman et papa ont accepté d'être mes premiers investisseurs majeurs. Maman attrapa la main de papa. Nous mettons 500 000 euros. La pièce a basculé. C'est. J'ai commencé, puis je me suis arrêté. C'est toutes vos économies pour la retraite. Un investissement dans la famille, corrigea papa. Amélie va tous nous rendre riches. Amélie rayonnait. J'ai déjà suscité l'intérêt d'investisseurs providentiels. Ce n'est que le début. J'ai regardé l'écran du projecteur, des chiffres qui n'avaient aucun sens, quel que soit l'angle sous lequel je pouvais les calculer. Et j'ai fait un choix qui allait définir les 3 années suivantes de ma vie. J'ai ouvert la bouche pour parler. Amélie, dis-je prudemment. Tes projections de revenus, sur quoi sont-elles basées? Elle se raidit. Études de marché, normes de l'industrie. Quelle industrie? Parce que les entreprises de logiciels en tant que service mettent généralement 3 à 5 ans pour. Brigitte. La voix de maman était sèche. Pas ce soir. Je ne fais que poser des questions. Papa, tu mets un demi-million d'euros. Tu ne veux pas voir le modèle d'acquisition de clients, le taux de combustion? Qui sont ces investisseurs providentiels? Le sourire d'Amélie ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent froids. Tu ne comprendrais pas, Brigitte. C'est la culture des startups. Ce n'est pas comme ton petit boulot de comptable. Mon petit boulot de comptable consiste à analyser exactement ce genre de. Ça suffit. Papa se leva. Brigitte, c'est le moment de ta sœur. Nous ne t'avons pas invité ici pour l'interroger. Je n'interroge pas. Je pose des questions de diligence raisonnable de base que n'importe quel investisseur poserait. Nous ne sommes pas n'importe quels investisseurs. Nous sommes une famille. La main de maman se posa sur l'épaule d'Amélie. Nous croyons en elle. Pourquoi pas toi? La question flottait dans l'air comme une accusation. J'ai regardé autour de la table la posture défensive de mon père, la prise protectrice de ma mère sur Amélie, le sourire à peine dissimulé de ma sœur. Je crois au fait, dis-je doucement. Et ces chiffres ne tiennent pas la route. Tu es jalouse. Maman l'a dit comme un diagnostic. Tu as toujours été jalouse d'Amélie. Elle a quelque chose que tu n'as pas. La vision, le charisme, le courage de rêver grand. Et au lieu de la soutenir, tu essaies de la démolir. Amélie tamponna ses yeux avec une serviette. Je voulais juste que nous célébrions ensemble, en famille. Papa mit son bras autour d'elle. C'est ce que nous faisons. Brigitte, excuse-toi auprès de ta sœur.
Je me suis levé de table. J'espère que j'ai tort, dis-je. Vraiment. Mais je n'avais pas tort. Et quelque part dans les yeux de mon père, juste un instant, j'ai vu qu'il le savait aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assise à ma table de cuisine jusqu'à 3 heures du matin, écrivant un email que je savais probablement ne serait pas lu, mais je devais essayer. J'ai tout détaillé, les projections de revenus irréalistes, les références vagues à des investisseurs providentiels sans nom, le budget opérationnel manquant, le fait qu'Amélie n'avait aucune formation technique et n'avait mentionné aucun développeur dans son équipe. J'ai joint des articles sur les taux d'échec des startups. J'ai inclus une feuille de calcul montrant à quoi ressemblait un financement de démarrage responsable. J'ai terminé par « S'il vous plaît, engagez simplement un auditeur indépendant avant de transférer l'argent. Je paierai moi-même. Donnez-moi 2 semaines pour vérifier ces affirmations. C'est tout ce que je demande. » Je l'ai envoyé à mes 2 parents. 2 semaines ont passé. Rien. J'ai appelé maman. « As-tu lu mon email ? » Brigitte, il était très long. En as-tu lu une partie ? Un soupir. Ma chérie, ton père et moi apprécions ton inquiétude, mais nous avons pris notre décision. L'argent a été transféré hier. Ma poitrine s'est serrée. Hier ? Amélie en avait besoin pour une opportunité urgente, une grande réunion avec un client. Tu sais comment fonctionnent les affaires. Il faut agir vite. Non, je savais exactement comment cela fonctionnait. Et ce n'était pas des affaires. C'était une catastrophe au ralenti. Maman, s'il te plaît, promets-moi juste de garder des archives. Mais tout par écrit. Si quelque chose semble bizarre. Bonne nuit, Brigitte. La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée assise là dans le noir, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant le silence. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur intitulé Technovia. J'y ai sauvegardé l'email, pas pour dire je te l'avais bien dit plus tard, pas pour monter un dossier. Je l'ai sauvegardé parce que j'avais besoin d'une preuve pour moi-même que j'avais essayé, que je n'étais pas folle de voir ce que je voyais. 1 an plus tard, j'ai presque cru que j'avais eu tort. La fête d'anniversaire de maman. Amélie est arrivée dans une BMW blanche rutilante, des lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête, l'air de sortir d'un magazine. Voiture de fonction, annonça-t-elle à la famille réunie, passant la main sur le capot. Enfin, techniquement, c'est un leasing, mais Technovia le couvre. Tante Marguerite a failli se faire un tour de rein en se précipitant pour la féliciter. Amélie, tu réussis si bien. Tes parents doivent être si fiers. Nous le sommes, dit papa, se rengorgeant comme s'il avait inventé Internet lui-même. J'ai toujours su qu'elle avait ça en elle. Je me tenais près du saladier de Ponche, observant la performance, car c'en était une. J'avais travaillé avec suffisamment d'entreprises pour reconnaître les signes. La voiture était en leasing, pas achetée. L'assistante d'Amélie était en fait une freelance qu'elle avait engagée pour la journée. L'espace de bureau qu'elle montrait sur les photos Instagram, un espace de coworking loué à l'heure. Mais tout le monde y croyait. Corps et âme. Brigitte. Tante Marguerite m'a coincé près des amuse-gueules. Toujours dans les impôts. Expertise comptable judiciaire. C'est bien. Tu devrais demander des conseils de carrière à Amélie. Elle sait vraiment comment jouer le jeu. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du cuivre. Plus tard, j'ai surpris maman dans la cuisine. Amélie a besoin de 50 000 € de plus, juste pour combler un manque de trésorerie. Complètement normal dans les startups. Encore 50 000 ? C'était papa, semblant moins certain que d'habitude. Richard, n'ose pas douter d'elle maintenant. Elle est si proche de la grande réussite. J'ai quitté la fête tôt, prétextant un mal de tête. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Dans la voiture, j'ai ajouté une nouvelle note à mon dossier Technovia. Investissement supplémentaire 50K €. Source, économie des parents. 0 documentation demandée. Les dominos s'alignaient. Je ne voyais juste pas encore comment ils allaient tomber. Amélie m'a trouvé dans le jardin, loin du bruit de la fête. Pourquoi as-tu toujours l'air de quelqu'un qui vient de perdre un proche ?
Je me suis retourné. Elle était en contre-jour des guirlandes lumineuses que maman avait accrochées, une coupe de champagne à la main. L'entrepreneur à succès dans toute sa splendeur. Belle voiture, dis-je. C'est combien le leasing? Son sourire vacilla. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste curieuse de connaître ton taux de combustion. Mon quoi? La vitesse à laquelle tu dépenses de l'argent par rapport à ce que tu gagnes. Des indicateurs de base pour une start-up. J'ai gardé une voix neutre. Tu as levé 50 000 € de plus auprès de maman et papa. Ça fait 550 000 au total. Quel est ton chiffre d'affaires mensuel? Amélie s'est approchée. Pourquoi tu fais ça? Faire quoi? Poser des questions? Essayer de me saboter. Son murmure devint venimeux. Tu as toujours été jalouse, depuis qu'on est gamine. Tu ne supportais pas que je sois la jolie, la talentueuse, celle que tout le monde aimait vraiment. Je ne suis pas jalouse, Amélie. Je suis inquiète. Inquiète de quoi? De savoir où va réellement l'argent. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a changé dans son expression. La peur. Une vraie peur. Puis elle a disparu. Alors, reste en dehors de mes affaires, Brigitte. Elle pointa un doigt sur ma poitrine. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. C'est ça qui m'inquiète. Nous sommes restés là, sœurs qui n'avions jamais vraiment été amies. La distance entre nous se mesurait en bien plus que des mètres. Tu sais quel est ton problème? La voix d'Amélie dégoulinait de mépris. Tu es petite. Tu as une petite vision des choses. Tu passeras toute ta vie à vérifier le travail des autres parce que tu n'as pas le courage de créer quoi que ce soit par toi-même. Elle vida son champagne et s'éloigna. Je l'ai regardé partir, notant le léger tremblement de ses mains. Les gens confiants ne tremblent pas. Les gens coupables, si. Mais je n'avais pas de preuves. Pas encore. Et dans ma famille, les soupçons ne signifiaient rien sans un public pour témoigner de la vérité. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pris une décision. Je me suis garé dans une rue calme, le moteur tournant au ralenti, et j'ai eu une conversation honnête avec moi-même. Quelles étaient mes options? Continuer à insister, à avertir, à être rejeté comme la petite sœur jalouse. J'avais envoyé l'email. J'avais posé les questions. J'avais tout fait sauf engager un détective privé. Et même alors, quel crime pouvais-je prouver? Les mauvaises décisions commerciales ne sont pas illégales. Mentir à ses parents sur son succès n'est pas une fraude. La dure vérité était que mes parents étaient des adultes. Ils avaient fait leur choix. Et chaque fois que j'essayais d'intervenir, je devenais la méchante de leur histoire. J'ai pensé à ce que mon grand-père disait. Henri Fournier, le père de papa, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu. Brigitte, certaines leçons ne peuvent pas être enseignées. Elles doivent être vécues. Ton travail n'est pas de sauver les gens d'eux-mêmes. Ton travail est de t'assurer que tu n'es pas dans la zone de l'explosion quand ils apprendront enfin. Il était mort depuis 4 ans. Il me manquait tous les jours. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Brigitte, il est tard. Je sais. Je voulais juste dire que si Amélie a besoin de plus d'argent, ne me demande pas. Je ne participerai pas. Silence. Je ne dis pas ça pour être cruel, continuai-je. Je t'aime. J'aime maman. Mais je ne peux pas cautionner quelque chose en quoi je ne crois pas. Tu n'as jamais eu l'esprit de famille. Sa voix était glaciale. L'esprit de famille, ce n'est pas la loyauté aveugle, papa. C'est l'honnêteté, même quand c'est inconfortable. Bonne nuit, Brigitte. Il a raccroché. Je suis resté là, dans ma voiture, dans le noir, et je me suis laissé envahir par tout le poids de la situation. Je ne quittais pas ma famille. Je refusais simplement de me noyer avec eux. Parfois, c'est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Le silence a commencé lentement. D'abord, je n'ai plus été invité au dîner du dimanche. Maman est fatiguée, m'a texté papa. On fait ça en petit comité. Mais l'Instagram d'Amélie montrait toute la famille réunie autour de la table de la salle à manger. Puis les discussions de groupe par SMS ont cessé de m'inclure. Je voyais des photos de sorties familiales sur Facebook,
des voyages à la plage, des dîners au restaurant, un week-end dans un complexe hôtelier chic, mettant en vedette tout le monde sauf moi. 3 mois plus tard, j'ai reçu ma première communication de ma mère depuis des semaines. Une demande Lydia de 45 €. Le mémo, Thermomix que j'ai acheté. Tu peux me rembourser quand tu veux. Pas de comment vas-tu? Pas de tu nous manques. Juste une demande de paiement pour un appareil de cuisine. J'ai envoyé l'argent sans commentaire. Le pire n'était pas d'être exclu. C'était l'effacement. Ma mère a posté une photo avec la légende « Ma magnifique famille », avec Amélie au premier plan, maman et papa rayonnant à ses côtés. Je n'étais nulle part, ni mentionné, ni regretté. J'ai appris le voyage au complexe hôtelier par tante Marguerite, de toutes les personnes. Elle a appelé pour demander pourquoi je n'étais pas venu. Je n'étais pas invité. Oh. Une longue pause. Amélie a dit que tu étais trop occupée par le travail. Ah bon? Ma chérie, tu sais comment sont les familles. Tout le monde est occupé. Je suis sûr que ce n'était pas intentionnel. Mais c'était intentionnel. Chaque réunion de famille que je manquais. Chaque photo où je n'étais pas. Chaque conversation qui se déroulait sans moi, Amélie réécrivait l'histoire. Et mes parents l'aidaient à le faire. J'ai arrêté de consulter leurs réseaux sociaux. J'ai arrêté d'attendre des appels qui ne venaient jamais. Je me suis concentré sur mon travail, mon appartement, mon petit cercle d'amis réels qui, eux, étaient vraiment là. Et je me disais que j'allais bien. La plupart du temps, je le croyais. Mais tard le soir, parfois, je me demandais, comment fait-on le deuil d'une famille qui est toujours en vie, mais qui vous a déjà enterré? Je dois faire une pause ici et vous demander quelque chose. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre famille? Comme si vous étiez là, mais en quelque sorte invisible? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Qu'avez-vous fait? Avez-vous continué à essayer ou avez-vous pris du recul comme moi? Et si cette histoire vous touche de près, cliquez sur le bouton j'aime. Faites-moi savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. D'accord, revenons à ce qui s'est passé ensuite, car le silence était sur le point de se briser d'une manière que personne d'entre nous n'attendait. 2 ans après l'investissement, j'ai reçu un appel inattendu. Mademoiselle Brigitte Fournier? La voix était formelle, âgée. Ici Théodore Marchand, avocat. J'ai représenté la succession de votre grand-père, Henri. J'ai failli laisser tomber mon café. Maître Marchand, c'était il y a des années. En effet, 4 ans depuis le décès d'Henri. Je m'excuse du retard à vous contacter, mais on m'a donné des instructions spécifiques. Des instructions? Votre grand-père m'a laissé certains documents, une disposition supplémentaire à son testament. Il m'a demandé de vous la remettre personnellement quand, et je cite, le moment sera venu. J'ai serré le téléphone plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment sauriez-vous quand le moment est venu? Honnêtement, mademoiselle Fournier, je n'en étais pas certain moi-même, mais Henri était un homme sage, dit-il. Et pardonnez ma franchise. Quand les choses s'effondreront pour les parents de Brigitte, elle aura besoin de savoir qu'elle n'était pas folle, et elle aura besoin de quelque chose de solide sur quoi s'appuyer. Ma gorge s'est nouée. Même d'outre-tombe, grand-père Henri me voyait. Les choses sont-elles en train de s'effondrer, mademoiselle Fournier? J'ai pensé au siège vide à ma remise de diplôme, à l'email ignoré, au voyage en famille sans moi, au demi-million d'euros s'évaporant dans le fantasme de ma sœur. Pas encore, dis-je, mais je pense que ça pourrait arriver bientôt. Alors, je resterai en contact. Votre grand-père avait une confiance immense en vous, vous savez. Il m'a dit une fois, Brigitte est la seule de cette famille qui sait faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est que de la poudre aux yeux. Je n'ai pas pu parler pendant un moment. Merci, maître Marchand. Ne me remerciez pas, remerciez Henri. Il a toujours su ce qu'il faisait. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec mon café froid et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais du soulagement immense d'être vu par quelqu'un qui n'était même plus là. 1 mois plus tard, j'ai croisé la commandante Carole Rousseau lors d'une conférence sur la criminalité financière en centre-ville. Elle m'a reconnu avant que je ne la reconnaisse. Brigitte Fournier, du cabinet Dubois et Associés, n'est-ce pas? Je me suis retourné pour trouver une femme aux traits fins dans un blazer bleu marine,
son insigne de la police judiciaire visible à sa hanche. Il m'a fallu un moment pour la situer. Commandante Rousseau, l'affaire des titres Thornton. Vous vous souvenez? Elle a souri. Vous nous avez pratiquement offert cette condamnation. Votre analyse des transactions des sociétés écrans était un cas d'école. J'ai juste suivi les chiffres. C'est exactement pour ça que vous êtes doué. Elle a incliné la tête. Toujours dans l'expertise judiciaire? Tous les jours. Bien. Nous avons besoin de plus de gens qui savent vraiment lire un bilan. Elle a sorti une carte de visite de sa poche. Je dirige maintenant la brigade financière. Si jamais vous voyez quelque chose d'inhabituel dans votre travail, appelez-moi. J'ai regardé la carte. Simple. Le sceau officiel de la police judiciaire dans le coin. Quel genre d'inhabituel? Le genre qui vous empêche de dormir la nuit. Son regard était entendu. Je fais ce métier depuis 15 ans. On apprend à reconnaître quand quelqu'un porte quelque chose de lourd, et vous avez l'air de porter quelque chose. J'ai failli tout lui dire, là, dans cette salle de conférence avec 300 personnes qui déambulaient. J'ai failli dire, ma sœur monte une arnaque, mes parents lui ont donné un demi-million d'euros et personne ne veut m'écouter. Mais je ne l'ai pas fait. Juste le stress du travail, dis-je. Bien sûr. Elle n'a pas insisté. Mais si ce stress a un jour un nom et un montant en euros, vous savez où me trouver. J'ai glissé la carte dans mon portefeuille, derrière mon permis de conduire. Je me suis dit que je ne l'utiliserais jamais. C'est drôle comme les choses que l'on se dit sont rarement vraies. 3 ans après que mes parents ont signé ce chèque, mon téléphone a sonné un mardi après-midi. Brigitte. La voix de maman était enjouée, trop enjouée. Je t'appelle pour le réveillon de Noël. J'ai failli ne pas répondre. Notre dernière conversation remontait à 4 mois, et seulement parce que je lui avais envoyé un SMS pour son anniversaire. Quoi, pour Noël? Nous recevons cette année. Grande réunion. 30 personnes, la famille, les amis, les Dubois d'à côté. Amélie a une annonce spéciale à faire et nous voulons que tout le monde soit là. Encore une annonce. Encore une chance pour Amélie de briller pendant que je restais dans l'ombre. Je ne sais pas, maman. Le travail a été. Brigitte. Sa voix se durcit. Tu seras là. C'est important pour ta sœur, pour nous tous. Quels que soient les problèmes que nous avons eus, nous sommes toujours une famille. Toujours. J'avais envie de rire. Famille. Le mot signifiait quelque chose de très différent pour moi que pour elle. À quelle heure? 20 heures. Mais quelque chose de joli. Et Brigitte, elle marqua une pause. Essaie d'être encourageante cette fois. Pas de négativité. Pas de négativité. Comme si poser des questions sur la destination d'un demi-million d'euros était de la négativité. Je serai là, dis-je. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, fixant le vide. 3 ans. Pendant ce temps, j'avais été promu 2 fois, j'avais acheté mon propre appartement, construit une vie entièrement séparée de la famille qui ne voulait pas de moi. J'avais appris à ne plus consulter les réseaux sociaux d'Amélie, à ne plus me demander ce qu'il disait de moi au dîner où je n'étais pas invité. Mais une partie de moi, la petite fille qui avait cherché les visages de ses parents dans une foule de diplômés, cette partie espérait encore. Peut-être que les choses avaient changé. Peut-être que cette invitation signifiait quelque chose. J'ai choisi une belle robe, bleu marine, sobre, professionnelle. Je n'avais aucune idée que je m'habillais pour un enterrement. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance. Ma première erreur. Oh, bien. Tu es là. Maman m'a tendu un tablier avant même que je puisse enlever mon manteau. Aide-moi avec les amuse-gueules, et le coin boisson doit être préparé. J'ai regardé le tablier. Il avait des reines de Noël dessus et disait « Le Père Noël a faim ». Où est Amélie? Elle se repose à l'étage. Elle a tellement travaillé sur sa présentation. Il faut la laisser conserver son énergie. Bien sûr. J'ai passé l'heure suivante à arranger des plateaux de fromage, à remplir des seaux à glace et à accueillir les invités à la porte comme une employée. Tante Marguerite, oncle Thomas, 3 groupes de cousins que je reconnaissais à peine, les Dubois qui m'avaient vu grandir et qui me regardaient maintenant comme s'ils ne se souvenaient plus tout à fait de mon nom.
Au moment où Amélie a fait son entrée, le salon était bondé. Elle a descendu l'escalier comme une star de cinéma. Robe rouge, maquillage professionnel, des talons qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Tout le monde s'est tourné. Tout le monde a applaudi. Ma mère a même essuyé une larme. N'est-elle pas magnifique, a chuchoté maman à Madame Dubois. C'est mon entrepreneur. Je me tenais près du saladier de Ponche dans ma robe bleu marine et mon tablier de Noël. Une carafe de citronnade à la main. Tante Marguerite s'est glissée à côté de moi. Brigitte, toujours à faire. C'est quoi déjà ce que tu fais? Expertise comptable judiciaire. Ah oui. Les chiffres. Elle a agité la main avec dédain. Tu sais, tu pourrais apprendre une chose ou deux de ta sœur. Elle a cette étincelle, cette ambition. De l'autre côté de la pièce, Amélie a croisé mon regard. Elle a levé sa coupe de champagne dans ma direction avec un sourire qui disait exactement ce qu'elle pensait de moi. J'ai souri en retour et je me suis fait une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive ce soir, c'était la dernière fois que je me tiendrais dans cette pièce en me sentant petite. Papa a demandé l'attention de tout le monde juste avant que nous nous mettions à table. Avant de prier, annonça-t-il, debout en bout de table. Je veux porter un toast à la famille, au succès, et à ma fille Amélie, qui a prouvé que les Fournier savent rêver grand. Des applaudissements ont parcouru la pièce. 30 personnes, coupe de champagne levée. Il y a 3 ans, Patricia et moi avons fait le meilleur investissement de notre vie. 500 000 € dans Solutions Technovia, il rayonnait en regardant Amélie. Et je suis fier de dire que ça rapporte au-delà de nos rêves les plus fous. Je suis resté figé près du buffet, tenant toujours la saucière. Maintenant, je ne veux pas oublier notre autre fille. Papa se tourna vers moi et la chaleur quitta sa voix. Brigitte, nous espérons qu'un jour tu apprendras de ta sœur. Peut-être prendre des notes, comprendre comment arrêter de travailler pour les autres et construire quelque chose par toi-même. Des rires. 30 personnes qui riaient. Après tout, continua papa, encouragé par la réaction. Il faut bien quelqu'un pour être la petite abeille ouvrière pendant que le reste d'entre nous pense en grand, n'est-ce pas, Brigitte? Encore plus de rires. Oncle Thomas se tapa sur la cuisse. Tante Marguerite couvrit son sourire avec sa serviette. Maman intervint. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Être employé, c'est respectable aussi. Tout le monde ne peut pas être un leader. J'ai compté les visages. 30 personnes qui venaient d'entendre mon père me traiter d'échec. 30 personnes qui hochaient la tête en signe d'approbation. 30 personnes qui se souviendraient de ce moment à chaque future réunion. J'ai posé la saucière. Je n'ai pas pleuré. J'avais depuis longtemps dépassé les larmes. Mais j'ai pris soin de mémoriser chaque visage, chaque sourire narquois, chaque personne qui a ri à mes dépens. Parce que quelque part au plus profond de moi, je savais que cette histoire n'était pas encore terminée. La sonnette a retenti. Maman a froncé les sourcils face à l'interruption. Qui cela peut-il bien être? Tout le monde est déjà là. Elle a tendu sa serviette à papa et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Je regardais depuis mon coin près du mur, tenant toujours une cuillère de service, portant toujours ce tablier ridicule. La porte s'est ouverte. 2 personnes en costume sombre se tenaient sur le porche. La femme de devant a brandi un insigne. Madame Fournier, je suis la commandante Carole Rousseau, de la police judiciaire. Voici l'inspecteur Martin. Pouvons-nous entrer? Le salon est devenu silencieux. 30 personnes se sont tournées vers le hall d'entrée comme un seul organisme. La police judiciaire? La voix de maman se cassa. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. Carole est entrée, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur ma sœur. Nous cherchons Amélie Fournier. Le sang a quitté le visage d'Amélie. Elle est restée figée dans sa robe rouge, sa coupe de champagne toujours à la main. De quoi s'agit-il? Papa s'est avancé d'un pas décidé. C'est une réunion de famille privée. Amélie Fournier. La voix de Carole a coupé court à son esbrouf. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude aux valeurs mobilières et escroquerie en bande organisée en lien avec Solutions Technovia. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal.
L'inspecteur Martin s'est approché d'Amélie avec des menottes. La pièce a éclaté. Des halètements. Des chuchotements. Quelqu'un a laissé tomber un verre de vin. Et à travers tout cela, les yeux de Carole ont trouvé les miens de l'autre côté de la pièce. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête. Pas de connivence, je ne l'avais pas appelé, je n'avais rien signalé, juste de la reconnaissance. Une professionnelle en reconnaissant une autre. Je suis resté très immobile, tablier de Noël et tout, et j'ai regardé le monde soigneusement construit de ma famille commencer à s'effondrer. Amélie a crié. Ce n'était pas un son que je lui avais déjà entendu faire. Brut, primal, le cri de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il n'y a plus d'issue. Non. Amélie s'est débattue pendant que l'inspecteur Martin lui passait les menottes. Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien fait de mal. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. C'était l'idée de papa. La pièce est devenue absolument silencieuse. Le visage de papa est devenu gris. Papa m'a dit de le faire. Amélie sanglotait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Il a dit que si nous falsifions les rapports des investisseurs, nous pourrions obtenir plus de financement. Il a dit que personne ne vérifierait jamais. Il m'a aidé à rédiger les faux états financiers. Amélie. La voix de papa était à peine un murmure. Arrête de parler. Tu avais promis que tu me protégerais. Elle s'est jetée vers lui, les menottes cliquetant. Tu as dit que c'était juste de la comptabilité créative. Tu as dit que tout le monde le faisait. Maman s'est agrippée au dossier d'une chaise, chancelante. Richard, qu'est-ce qu'elle raconte? Patricia, je peux expliquer. Tu savais? La voix de maman est montée jusqu'à un cri perçant. Tu savais et tu ne m'as rien dit. Ce n'était pas censé. Les investisseurs n'étaient jamais censés le découvrir. Maman s'est effondrée. 3 personnes se sont précipitées pour la rattraper. Madame Dubois a crié pour de l'eau. Oncle Thomas a sorti son téléphone pour appeler le SAMU. Dans le chaos, Carole a continué à lire ses droits à Amélie, sa voix calme et professionnelle sur fond d'implosion familiale. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé mon père essayer de réanimer ma mère. J'ai regardé ma sœur être conduite vers la porte, criant toujours des accusations. J'ai regardé 30 personnes assister à la destruction de tout ce sur quoi mes parents avaient bâti leur identité. Et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste un vide creux là où il y avait autrefois de la colère. Ce n'était pas une victoire. C'était regarder un incendie de maison depuis la pelouse, en sachant que vous aviez essayé de les avertir du câblage défectueux, en sachant qu'ils vous avaient traité de folle pour avoir senti la fumée. Les ambulanciers ont déclaré que maman allait bien, juste un évanouissement, pas de séquelles. Elle était assise sur le canapé avec une couverture sur les épaules, l'air d'avoir 20 ans de plus qu'une heure auparavant. La commandante Carole m'a prise à part près de la porte d'entrée, loin des autres. Je veux que quelque chose soit clair, dit-elle doucement. Vous n'avez pas causé cela. Je sais. L'enquête vient d'investisseurs externes. Ils ont engagé des auditeurs indépendants il y a 6 mois après des incohérences dans leur rapport trimestriel. Votre sœur détournait de l'argent, près de 2,3 millions de plusieurs investisseurs. Le demi-million de vos parents n'était que le début. 2,3 millions? Mon estomac s'est retourné. L'implication de votre père. Carole a hésité. Nous allons enquêter là-dessus. Mais Brigitte, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez rien à voir avec cette arrestation. Je vous ai reconnu de la conférence, mais c'est une coïncidence. Les gens vont penser que je l'ai dénoncé. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Vous connaissez la vérité. Elle a jeté un coup d'œil aux invités sous le choc. Pour ce que ça vaut, s'ils vous avaient écouté il y a 3 ans, cela se serait peut-être arrêté à 500 000 € de pertes familiales au lieu de charges fédérales et de peines de prison. Elle m'a tendu une carte. Pas sa carte de la police, mais un numéro de service d'aide aux victimes. Vos parents pourraient en avoir besoin. Ils vont probablement tout perdre dans les procès civils. J'ai pris la carte, hébété. Avant de partir, Carole s'est retournée. Votre grand-père, Henri Fournier, a été mentionné dans certaines de nos recherches de fond. Un homme droit, d'après ce que nous avons trouvé. Il aurait été fier de vous. Puis elle est partie.
Et je suis resté là, dans le hall d'entrée de mes parents, tenant une carte de service d'aide aux victimes, portant un tablier de Noël, et écoutant ma mère sangloter dans la pièce à côté. Voilà à quoi ressemblait la vérité. Ce n'était pas joli. Les invités ont fui comme si la maison était en feu. Tante Marguerite n'a même pas dit au revoir. Les Dubois ont pratiquement couru jusqu'à leur voiture. En 30 minutes, le salon qui avait accueilli 30 personnes était vide, à l'exception de la famille. Papa m'a trouvé dans la cuisine où je m'étais réfugié pour enlever ce tablier ridicule. Brigitte, sa voix était rauque. J'ai besoin de ton aide. J'ai plié soigneusement le tablier, je l'ai posé sur le comptoir. Tu es doué en finance. Tu pourrais témoigner. Leur dire que je ne savais pas ce qu'Amélie faisait. Leur dire que je suis juste un retraité qui a fait confiance à sa fille. J'ai regardé mon père. Je l'ai vraiment regardé. L'homme qui m'avait appelé l'abeille ouvrière, qui avait fait rire 30 personnes à mes dépens. Qui avait ignoré mes avertissements parce qu'il venait de la mauvaise fille. Papa, tu savais. Non, je ne savais pas. Tu l'as aidé à rédiger les rapports. Elle l'a dit. Elle panique. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. J'ai un email. Les mots sont sortis, plats. Il y a 3 ans, je vous ai envoyé, à toi et à maman, une analyse détaillée de tout ce qui n'allait pas avec les finances de Technovia. Tu l'as lu. Son visage est devenu pâle. Ça ne prouve pas que je ne témoignerai pas contre toi. J'ai pris mon sac à main. Mais je ne mentirai pas pour toi non plus. C'est ta famille. Oui, j'ai rencontré son regard. Et les familles ne demandent pas aux leurs de commettre un parjure. Brigitte, s'il te plaît. Tu m'as appris à être honnête, papa. Tu te souviens quand j'avais 8 ans et que j'ai menti à propos du vase cassé? Tu m'as privé de sortie pendant 1 mois parce que les Fournier disent la vérité. Il n'a pas eu de réponse à ça. Les Fournier disent la vérité, ai-je répété. Ou du moins, l'un d'entre eux. Je suis passé devant lui, à travers le salon où ma mère était assise en pleurant, et j'ai franchi la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'étais presque à ma voiture quand j'ai entendu des pas derrière moi. Brigitte, attends. Tante Marguerite se tenait sur l'allée, les bras enroulés autour d'elle contre le froid de décembre. Elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je voulais dire, elle a hésité. Je suis désolé. Je me suis arrêté, les clés à la main. Pourquoi exactement? Pour tout. Pour ne pas avoir vu. Elle a pris une profonde inspiration. Pour avoir ri quand ton père. Quand il a dit ces choses sur toi. Tu as fait plus que rire, tante Marguerite. Tu m'as dit d'apprendre d'Amélie, plusieurs fois, sur plusieurs années. Je sais. Des larmes ont coulé sur ses joues. J'avais tort. Nous avions tous tort. J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité. Je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé autre chose aussi. Le genre de regret qui ne vient que lorsque les conséquences arrivent enfin. Tu ne t'es pas excusé parce que tu as réalisé que tu avais tort, dis-je lentement. Tu t'es excusé parce que tu as enfin vu qu'Amélie n'était pas celle que tu pensais. Elle a tressailli. Brigitte, c'est pas grave. J'ai déverrouillé ma voiture. Je ne dis pas ça pour être cruel. Je le dis parce que j'ai passé des années à essayer de faire voir aux gens ce qui était juste sous leur nez, et personne n'a écouté. Alors, pardonne-moi si je ne saute pas de joie parce que tu es désolé maintenant que la police est arrivée. Que puis-je faire pour arranger les choses? J'y ai réfléchi. La prochaine fois que quelqu'un dans cette famille est rejeté, ignoré, moqué, prends sa défense avant la catastrophe, pas après. Je suis monté dans ma voiture. Brigitte a appelé Marguerite alors que je démarrais le moteur. Pour ce que ça vaut, ton grand-père a toujours dit que tu étais celle qui retomberait sur ses pieds. J'ai quitté l'allée sans répondre, mais j'ai gardé ces mots avec moi tout le long du trajet. Grand-père Henri, toujours en train de veiller sur moi. Laissez-moi faire une pause 1 seconde. Si tante Marguerite venait vous voir avec ses excuses, lui pardonneriez-vous ou auriez-vous l'impression que c'est trop peu, trop tard? Je veux vraiment savoir. Mettez votre réponse dans les commentaires. Et pendant que vous y réfléchissez, si cette histoire vous fait ressentir quelque chose, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. Maintenant,
laissez-moi vous dire ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. 3 jours après le réveillon, Théodore Marchand a rappelé. Mademoiselle Fournier, je crois que le moment est venu. Son bureau était exactement ce que l'on attend d'un avocat de 70 ans spécialisé en succession. Bois sombre, fauteuil en cuir, mur tapissé de livres de droit qui n'avaient probablement pas été ouverts depuis des décennies. Il m'a fait signe de m'asseoir. Votre grand-père Henri est venu me voir il y a 4 ans, peu avant son décès. Maître Marchand a ouvert un dossier en manille. Il a ajouté un codicile à son testament, un supplément gardé séparé et confidentiel. Pourquoi séparé? Parce qu'il ne voulait pas que votre père soit au courant avant que tout ne soit réglé. Maître Marchand a fait glisser un document sur le bureau. Henri vous a légué le chalet au bord du lac d'Annecy. J'ai fixé le papier. Le lac d'Annecy, le chalet de grand-père, où nous avions passé des étés à pêcher et à lire et à ne parler de rien d'important, juste à être. J'avais supposé qu'il était revenu à papa avec tout le reste. La propriété est évaluée à environ 800 000 €, a poursuivi Maître Marchand. Elle a été entretenue par une société de gestion immobilière payée par une fiducie distincte qu'Henri avait établie. Tout est à vous, libre de toute dette. Mes mains tremblaient en prenant le document. Il y a aussi une lettre. Maître Marchand m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit de l'écriture tremblante de grand-père. Je l'ai ouverte. Brigitte, si tu lis ceci, les choses se sont probablement effondrées comme je l'ai toujours craint. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire plus de mon vivant. Ton père est mon fils, mais cela ne m'aveugle pas sur ses défauts. Tu as toujours été celle qui voyait les choses clairement. Ce chalet est à toi parce que tu en prendras soin comme il le mérite, comme j'ai toujours su que tu prendrais soin de toi-même. Je te vois, ma chérie. Je t'ai toujours vu. Grand-père Henri. J'ai pleuré dans le bureau de Théodore Marchand pendant 20 minutes. Il m'a tendu des mouchoirs et n'a rien dit. Certains silences sont la chose la plus bienveillante. Les nouvelles vont vite dans les familles, même brisées. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Papa t'a laissé le chalet du lac. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Comment as-tu pu ne pas nous le dire? Je viens de l'apprendre. Cette propriété aurait dû revenir à ton père. C'était à Henri. Elle appartient à la famille. Je fais partie de la famille, maman. Une pause. Puis, tu dois le vendre. Les bénéfices devraient être partagés. Les frais d'avocat d'Amélie. Non. Brigitte, tu ne comprends pas. Ta sœur fait face à des accusations fédérales. Ton père pourrait être inculpé. Nous avons dû engager des avocats. Les investisseurs intentent des procès civils. Nous pourrions tout perdre. Et j'en suis désolé, sincèrement. Mais je ne vais pas vendre le chalet de grand-père pour payer les conséquences dont je vous ai averti il y a 3 ans. Tu es égoïste. J'ai ri. C'était un rire amer. Égoïste? Quand toi et papa avez pris votre argent de la retraite et l'avez donné à Amélie sans même me demander mon avis professionnel. Ce n'était pas égoïste? C'était un investissement. C'était du favoritisme, maman, déguisé en langage des affaires. Vous avez tout misé sur la mauvaise fille et maintenant vous voulez que la bonne fille vous tire d'affaire. Silence. Je t'aime, dis-je, et je le pensais. Mais l'amour ne signifie pas que je me mets le feu pour vous tenir au chaud. Grand-père m'a laissé ce chalet parce qu'il me faisait confiance. Je ne trahirai pas cette confiance. Ton grand-père aurait honte de toi. Non. Ma voix était calme. C'est le seul qui n'aurait pas honte. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas pour toujours, juste jusqu'à ce que je puisse respirer à nouveau. Je suis allé à Annecy ce week-end-là, j'ai parcouru le chalet vide, j'ai touché les poutres en bois que grand-père avait installées lui-même, et je me suis senti pour la première fois depuis des années comme si j'avais ma place quelque part. J'ai débloqué ma mère après une semaine. Certaines conversations doivent avoir lieu en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un café, terrain neutre. Papa est venu aussi, l'air d'avoir 10 ans de plus qu'au réveillon. Les mains de maman tremblaient quand elle a soulevé sa tasse. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, ai-je commencé. Je veux être clair sur quelque chose. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour fixer des limites. Des limites?
Papa a dit le mot comme s'il était étranger. Oui. Voici ma position. J'ai sorti une feuille de papier. Je l'avais écrite parce que je savais que je perdrais mon courage sinon. Je vous aime tous les deux. Je ne vous coupe pas de ma vie. Mais je ne fournirai aucun soutien financier pour la défense juridique d'Amélie ou les paiements de restitution. Je ne témoignerai de rien qui ne soit pas vrai, et je ne m'excuserai pas d'être la fille qui a essayé de vous avertir. Maman a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, elle doit être basée sur le respect. Pas sur ce que je peux faire pour vous, pas sur le fait de me comparer à Amélie, mais sur le fait de me voir réellement comme une personne. Nous avons toujours à commencer maman. Non. Et j'ai passé 32 ans à prétendre que ce n'était pas grave. J'ai plié le papier. Ce n'est pas grave. Ça ne l'a jamais été. Papa a fixé son café. On a vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Oui. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation. Mais c'était l'honnêteté. Peut-être la première vraie honnêteté que nous ayons jamais eue. Je ne sais pas comment réparer ça, a murmuré maman. Moi non plus, ai-je admis. Mais nous ne pouvons rien réparer si nous ne pouvons même pas admettre que c'est cassé. Nous sommes restés assis là, 3 personnes qui partageaient le même sang mais qui avaient oublié comment partager quoi que ce soit d'autre. C'était un début. Un début douloureux, maladroit, nécessaire. 6 mois après Noël, le marteau de la justice est tombé. Amélie a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation d'escroquerie et 2 de fraude aux valeurs mobilières. Le juge n'a montré aucune sympathie pour ses larmes ou ses avocats coûteux. 5 ans dans une prison fédérale, sans libération conditionnelle. Papa a été inculpé en tant que complice. Son affaire a traîné pendant des mois, mais il a finalement accepté un accord de plaider coupable. 2 ans de prison avec sursis, 3 ans de probation et une interdiction à vie de participer à toute activité d'investissement. Les poursuites civiles ont été pires. Les investisseurs floués, 7 parties différentes, totalisant 2,3 millions d'euros de pertes, ont intenté une action en justice coordonnée. La maison de mes parents a été la première à partir, puis les voitures, puis ce qui restait de leur compte de retraite. Au moment où les règlements ont été finalisés, il ne leur restait plus rien. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres dans un complexe qui sentait le moisi et le regret. Je leur ai rendu visite une fois. L'appartement était petit, encombré de meubles qui ne rentraient pas. Les photos d'Amélie étaient visiblement absentes des murs. La sécurité sociale couvre le loyer, dit papa d'un ton plat. À peine. Maman était assise dans un fauteuil d'angle, fixant le vide. Elle avait arrêté de se teindre les cheveux. Le gris la faisait paraître ancienne. Je ne suis pas ici pour me réjouir, dis-je. Alors pourquoi es-tu là, dis-je en posant un sac de courses sur le comptoir. Des produits de base, pain, lait, soupe en conserve. Parce que vous êtes toujours mes parents. Papa a regardé les courses, puis moi. Quelque chose a changé sur son visage. On ne mérite pas ça. Non, ai-je convenu. Vous ne le méritez pas. Mais il ne s'agit pas de mériter. Je suis parti sans les serrer dans mes bras. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'étais pas prête. Et c'était bien comme ça. La guérison n'est pas linéaire. Le pardon n'est pas instantané. Parfois, l'amour ressemble à des courses sur un comptoir et rien d'autre que l'on est capable de donner. Les retombées sociales ont été presque pires que les retombées juridiques. Moins d'1 mois après les arrestations, le cercle social de mes parents s'est évaporé. Les couples avec qui ils partaient en vacances, le groupe de l'église que maman avait dirigé pendant 15 ans, le country club dont papa était si fier de faire partie, tous disparus. Tante Marguerite me tenait au courant, bien que je ne lui ai rien demandé. Ta mère a été exclue du groupe des femmes de la paroisse, m'a-t-elle dit au téléphone. Quelqu'un a fait une remarque sur le fait de ne pas vouloir ce genre d'attention à leurs événements. Et papa, ses partenaires de golf ont cessé de répondre à ses appels. La fête de départ à la retraite qu'ils organisaient pour Guillaume Dubois, ton père n'a pas été invité après 20 ans d'amitié. J'ai pensé à cette salle du réveillon. 30 personnes se moquant de moi. 30 personnes trinquant au succès d'Amélie. Où sont tous ces gens maintenant? Marguerite est restée silencieuse un moment. Nulle part.
C'est le problème avec les amis des beaux jours, Brigitte. Ils ne sont là que pour le beau temps. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je me sentais fatigué. Tes parents demandent toujours de tes nouvelles, a ajouté Marguerite. Ta mère surtout. Elle parle de toi à chaque fois que nous discutons. Que dit-elle? Elle dit qu'elle aurait aimé avoir écouté. Elle dit qu'elle regarde de vieilles photos et n'arrive pas à croire à quel point elle était aveugle. Elle dit. Quoi? Elle dit qu'elle est fière de toi, de la façon dont tu as tourné malgré tout ce qu'ils ont fait de travers. Je ne savais pas quoi faire de ça. Les parents qui s'étaient moqués de moi, qui avaient choisi Amélie à chaque tournant, qui m'avaient traité d'égoïste pour ne pas avoir vendu mon héritage. Étaient-ils vraiment capables de changer? Je ne savais pas. Mais j'ai remarqué quelque chose. Ils n'avaient pas demandé d'argent depuis des mois. Ils n'avaient pas fait d'exigence. C'était peut-être un progrès. Ou peut-être qu'ils n'avaient tout simplement plus rien à prendre. Pendant que ma famille s'effondrait, je me reconstruisais tranquillement. La promotion est arrivée 6 mois après Noël. Directrice de l'expertise comptable judiciaire, bureau d'angle, une équipe de 8 analystes sous ma responsabilité. Un salaire qui m'a fait cligner des yeux quand j'ai vu la lettre d'offre. Mon patron m'a serré la main lors de l'annonce. Vous l'avez mérité, Brigitte. Nous avons besoin de plus de gens avec votre intégrité. L'intégrité. La chose que ma famille avait appelée entêtement, jalousie, manque d'esprit d'équipe. J'ai commencé à passer les week-ends au chalet du lac. J'ai engagé quelqu'un pour moderniser la plomberie, repeindre les chambres, restaurer le ponton où grand-père et moi pêchions. J'ai créé un coin lecture dans le coin le plus lumineux, et je l'ai appelé le coin d'Henri. Et j'ai commencé une thérapie. Ce n'était pas facile. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Mais être assise dans le bureau du docteur Lambert tous les mardis, déballer des décennies de sentiments d'invisibilité, apprendre à reconnaître ma propre valeur, cela a changé quelque chose de fondamental en moi. Vous avez passé 30 ans à chercher la validation de personnes qui n'étaient pas capables de la donner, a dit un jour le docteur Lambert. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est de la survie. Mais vous ne vous contentez plus de survivre. Elle avait raison. Je construisais. Au printemps, j'ai rencontré quelqu'un. Jacques, un charpentier, de toutes choses. Grand-père aurait adoré l'ironie. Il était calme, stable, le genre d'homme qui se présente quand il dit qu'il le fera et qui pense ce qu'il dit. À notre 3e rendez-vous, il m'a demandé pourquoi je semblais surprise qu'il ait appelé quand il l'avait promis. Je n'ai juste pas l'habitude que les gens tiennent parole, ai-je admis. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Alors, laissez-moi vous y habituer. Pas de grands gestes, pas de promesses dramatiques, juste de la présence, de la constance, les choses dont j'avais manqué toute ma vie. 1 an après Noël, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro non bloqué. Maman. Peux-tu m'appeler quand tu as un moment? Je n'ai besoin de rien. Je veux juste parler. J'ai fixé ce message pendant 2 heures avant de répondre. L'appel a été maladroit. De longs silences, de faux départs. Mais quelque chose était différent. Je n'appelle pas pour demander de l'argent, a dit maman d'emblée. Je veux que tu le saches. D'accord. J'ai commencé à voir un thérapeute. Ton père pense que c'est une perte de temps, mais elle arrive faiblement. Je pense que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à voir ce que je ne pouvais pas voir par moi-même. Et c'est quoi? À quel point je t'ai fait défaut? Sa voix s'est brisée. J'ai regardé de vieilles photos. Ta remise de diplôme. Je n'étais pas là, Brigitte. Le discours de major de promotion de ma fille. Et je n'étais pas là parce qu'Amélie avait une audition. Je me souviens. Comment peux-tu t'en souvenir sans me détester? J'y ai réfléchi. Je t'ai détesté pendant un moment. Mais la haine est lourde, maman. J'en ai eu marre de la porter. Elle a pleuré alors. Pas les pleurs théâtraux avec lesquels j'avais grandi, mais quelque chose de brut, de laid et de réel. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Pas parce que je veux quelque chose de toi. Parce que je te dois des excuses que j'aurais dû te présenter il y a des années. Je n'ai pas dit ce n'est pas grave, parce que ce n'était pas grave. Mais j'ai dit, merci de le dire. Pouvons-nous essayer d'avoir
Quelque chose? Je ne m'attends pas à ce que tu oublies. Je veux juste une chance de faire mieux. J'ai regardé le coucher de soleil par la fenêtre de mon chalet. L'eau était dorée, paisible. On peut essayer, dis-je lentement. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était même pas la confiance. Mais c'était une porte laissée entr'ouverte. Cela devrait suffire pour l'instant. 18 mois après l'arrestation, je suis allé à la prison de Fleury-Mérogis. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à y aller. La curiosité peut-être, ou le besoin de tourner la page que la thérapie me disait que je méritais. Ou peut-être simplement le fait que malgré tout, Amélie était toujours ma sœur. La salle des visites était éclairée au néon et déprimante. Amélie est entrée en traînant les pieds, vêtue d'une tenue de prisonnière kaki, sans maquillage, les cheveux tirés en une queue de cheval molle. Elle ne ressemblait en rien à la femme en robe rouge qui avait descendu l'escalier de mes parents. « Pourquoi es-tu là ?» Pas de préambule. La même vieille Amélie. « Je ne sais pas, ai-je admis. J'avais juste besoin de te voir. » Elle s'est assise en face de moi, les mains à plat sur la table. « Tu viens te réjouir ? » Non. Menteuse. Amélie, si je voulais me réjouir, je serais venue il y a 18 mois. Je suis là parce que j'ai une question. Elle a haussé un sourcil. Était-ce vraiment l'idée de papa, ou tu as juste dit ça parce que tu avais peur? Pendant un long moment, elle n'a pas répondu. Puis, lentement, le masque s'est fissuré. Les deux. Sa voix était à peine un murmure. Il m'a encouragé. Il a aidé avec les rapports. Mais j'ai fait le choix. J'ai signé les documents. J'ai pris l'argent. Elle a regardé ses mains. Je ne suis pas une victime, Brigitte. Je suis juste quelqu'un qui s'est fait prendre. C'est la chose la plus honnête que tu m'aies jamais dite. Elle a ri amèrement. La prison te donne beaucoup de temps pour réfléchir. À quoi tu penses? À comment j'ai atterri ici? Comment j'ai passé ma vie à jouer un rôle sans jamais être vraiment quelque chose de réel? Elle a rencontré mon regard. Comment tu as toujours été celle qui était vraiment bien? Nous sommes restés assises en silence. Pas exactement des sœurs, mais peut-être enfin quelque chose comme des êtres honnêtes. En ce moment, je suis assise sur le ponton au lac d'Annecy, les pieds nus ballants au-dessus de l'eau qui scintille comme les yeux de grand-père quand il racontait ses mauvaises blagues. Jacques est à l'intérieur, probablement en train de préparer ce café dont il est si fier, celui qui prend 20 minutes et qui a exactement le même goût que l'instantané, mais je ne lui dirai jamais. J'ai réfléchi à ce que toute cette expérience m'a appris. Premièrement, votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui refusent de la voir. J'ai passé 30 ans à jouer pour un public qui regardait quelqu'un d'autre. Ce n'était pas un reflet de ma valeur. C'était un reflet de leur aveuglement. Deuxièmement, fixer des limites n'est pas cruel. C'est nécessaire. Je pensais que l'amour signifiait tout tolérer, absorber chaque blessure, être la plus sage jusqu'à ce que je disparaisse complètement. Maintenant, je sais que le véritable amour, y compris l'amour de soi, exige des limites. Troisièmement, parfois la meilleure chose à faire est de prendre du recul et de laisser les conséquences se produire. Je ne me suis pas vengé de ma famille. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas orchestré leur chute. J'ai simplement refusé de participer à leur illusion. Et finalement, la réalité a rattrapé son retard. Grand-père l'avait compris. C'est pourquoi il m'a laissé le chalet, non pas comme une arme contre papa, mais comme un terrain solide sur lequel me tenir quand tout le reste serait emporté. Je vois encore mes parents de temps en temps, maman plus que papa. C'est fragile ce que nous construisons, plus comme des connaissances qui partagent une histoire qu'une mère et une fille qui partagent un lien. Mais c'est honnête, ce qui est plus que ce que nous n'avons jamais eu auparavant. Et Amélie, elle sortira dans 2 ans. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre relation alors. Peut-être rien. Peut-être quelque chose. Le fait est que je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin d'eux pour être complète. Je le suis déjà. Mon histoire n'a pas une fin de conte de fées. Il n'y a pas de scène où mes parents tombent à genoux et supplient mon pardon pendant que les violons jouent. Pas de moment où Amélie et moi nous étreignons et promettons d'être les meilleurs amis du monde. Pas de photo de famille parfaite où tout le monde sourit et où le passé est magiquement effacé. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça.
Mais voici ce que j'ai. J'ai une carrière dont je suis fier, construite sur des compétences dont les gens se moquaient. J'ai un chalet rempli de souvenirs de la seule personne qui m'a toujours vu clairement. J'ai un partenaire qui tient ses promesses et ne comprend pas pourquoi c'est remarquable. J'ai la paix. Mes limites ressemblent à ça maintenant. J'aime ma famille à distance. Je suis présente quand je peux, j'aide quand cela ne me nuit pas, et je protège ma paix avant tout. Je ne les déteste pas. La haine demande trop d'énergie. Mais je ne prétends plus non plus que leur approbation signifie quoi que ce soit. Les gens qui ont ri de moi ce réveillon-là, ils ont pour la plupart disparu. Certains m'ont contacté avec des excuses maladroites. J'accepte les excuses et je décline les invitations à dîner. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans une partie de mon histoire, la sœur négligée, l'experte ignorée, le bouc émissaire de la famille, la personne qui crie la vérité dans un vide d'oreilles sourdes, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas jaloux. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous voyez clairement dans une pièce pleine de gens qui ont choisi l'aveuglement. Et finalement, la lumière finit par percer. Voilà mon histoire.